Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 13 de ce Tour d'Italie et on va avoir beaucoup de choses à dire sur cette étape. On va parler une chouille de l'étape numéro 12 de la victoire de Nico Denz aussi, parce que comme on n'a pas fait de débrief hier, j'étais pas chez moi hier et en fait les coureurs sont arrivés assez tôt. Et voilà, c'était pile quand j'étais... Enfin, j'ai pas pu voir la vidéo chez la personne chez qui j'étais. Donc voilà, ça s'est retrouvé bien malgré moi à pas pouvoir voir l'étape. Parce que l'idée c'était de voir surtout les 20 derniers kilomètres, mais ils sont arrivés trop tôt. Beaucoup trop tôt ces coureurs. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas, on va débattre un peu. Je pense que je vais mettre un sondage notamment, peut-être sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu. Parce qu'on me dit que je spoilie dans les titres. Alors je vais juste dire un truc. Il y a un truc qui s'appelle le référencement. Si je mets des noms de coureurs, genre Thibaut Pinot ou d'autres qui sont connus, ça permet d'avoir un bon référencement aussi sur YouTube. Donc ça permet que vous ayez accès à la vidéo plus facilement. Je joue aussi un petit peu et je joue pas énormément contrairement à d'autres avec l'algorithme YouTube. Parce qu'il y en a qui m'ont reproché de mettre les noms des mecs qui réussissent des bons résultats. Oui, mais bon, quand je mets Evenepoel, je sais que ça va attirer le public belge. Quand je mets Thibaut Pinot, je sais que ça va attirer les fans de Thibaut Pinot. On va revenir sur ce qui s'est passé déjà aujourd'hui, puis ensuite on parlera de l'étape 12. Non, je vais commencer par l'étape 12, on va faire l'inverse. Étape 12, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, aller voir TikTok aussi. Étape 12, qui a été donc assez intéressante, c'était une belle échappée, il y avait un peu de tactique en plus. Donc c'était assez intéressant de voir cette étape 12. Je pense que chez AG2R, on s'est un peu fait avoir par exemple, parce qu'il y avait des coureurs qui auraient pu faire un bon résultat chez AG2R, mais il y en avait vraiment dans tous les sens. Et je pense que voilà, il y a des coureurs qui se sont un peu ratés sur cette étape-là. Mais c'était intéressant de voir la victoire de Nico Denz. En fait, de voir un groupe où on avait un peu de second couteau aux avant-postes. À part Tom Skujins, mais c'est vrai que Nico Denz, c'est pas forcément le coureur qui a le plus gros palmarès, c'est un équipier la majorité du temps. Et moi j'étais assez content d'apprendre qu'il se soit imposé et qu'il a réussi à gagner, parce que c'est vraiment un coureur très intéressant. Et puis derrière, devant Tom Skujins, qui confirme quand même que c'est un bon coureur, même si là, il a pas réussi à battre. Et puis Berwick, troisième, qui était limite dans le final, il était vraiment à fond. Dommage pour Bettiol, dommage aussi pour Paris-Peintre. Je pense qu'il y avait des choses à faire chez G2R et qu'on n'a pas réussi. Dommage également pour Rubio de la Movistar, mais il s'est bien rattrapé aujourd'hui. On repart. Voilà, j'avais dit je faisais un petit mot sur l'étape 12. On va revenir sur ce début de journée, l'étape raccourcie. Moi, je ne comprends pas. Il y a un moment où je veux bien qu'on parle de sécurité, mais il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Et là, on a été dans l'excès aujourd'hui et on a oublié une chose, c'est qu'il y a des gens qui attendent sur le bord de la route, très tôt en début de journée pour aller voir les coureurs. Et ces gens-là, on ne les a pas respectés aujourd'hui. On n'a pas respecté les gens, les supporters qui étaient sur le bord de la route. La décision, elle aurait dû être prise la veille. Je ne comprends pas pourquoi on met autant de temps avant de décider. Si on est sûr que la veille, les conditions climatiques vont être catastrophiques en haut du Grand Saint-Bernard et que la course va être dangereuse, d'accord, on décide la veille. Mais on prend une décision la veille. On n'attend pas à 5 minutes du départ quand tout le monde est sur le bord de la route. C'était déjà un peu ce qui m'avait énervé sur Paris-Nice, parce que cette année, quand on a annulé l'étape de Paris-Nice, on aurait dû l'annuler la veille. On savait qu'il y aurait du vent fort, on savait que les conditions climatiques seraient dangereuses. Là, on n'avait pas attendu non plus la dernière minute pour annuler à ce moment-là. Complètement. Mais et puis il y avait un danger de sécurité sur cette étape-là. Là, je trouve que en plus, en termes de sécurité, la descente du Grand Saint-Bernard, on sait que c'est une route qui est très large, qui n'est pas hyper technique.
surtout en passant par le tunnel, et que les températures n'étaient pas fraîches. C'est-à-dire que oui, au sommet du Grand Saint-Bernard, on a dit qu'il faisait 0 degré. Oui, mais on passait pas au sommet. On passait à 1008. À 1008, il faisait la même température qu'à la Croix de Cœur, il faisait la même température qu'à Grand Montana, on était à 5-6 degrés, quoi. Hein. Alors oui, c'est frais, mais ce sont des cyclistes, encore une fois. Si les mecs ils veulent avoir des conditions parfaites, bah, ils vont faire du Swift ou ils vont faire du cyclisme sur piste. Quand tu acceptes de faire un sport en extérieur, tu acceptes aussi qu'il y ait des conditions qui soient pas bonnes certains jours. Les footeux, certains jours, quand ils s'entraînent, je me souviens à l'époque de Sochaux, quand Sochaux était en Ligue 1, les mecs, quand ils s'entraînaient, bah oui, ils faisaient moins 10 toute l'année, quoi. Enfin, tout l'hiver, mais c'est un peu ça, quoi. À Sochaux, il fait rarement chaud. Donc tu acceptes. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que c'est qu'il y a un manque de transparence sur cette prise de décision. Il y a un manque de transparence parce qu'on nous a dit les coureurs ont voté. D'accord ? Les coureurs votent. Il semblerait qu'Adam Hansen ait géré ça du côté de l'association des coureurs. Alors déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'association des coureurs. Charles Marceau est en train de faire une enquête dessus. Et je pense qu'il y aura beaucoup de révélations. Charles Marceau, ça commence à devenir un petit peu le Romain Molina du cyclisme au niveau des affaires. Mais il y a un gros manque de transparence sur la prise de décision. Pourquoi ? On ne sait pas en fait si c'était 50-50. On nous dit la majorité des coureurs étaient pour qu'on raccourcisse l'étape. Bon, bah, je suis bien d'accord. Mais la majorité des coureurs, ça ne me donne pas un chiffre. Est-ce que c'était 55% des coureurs qui étaient pour ? 60 ? 70% ? 80% des coureurs qui étaient pour ? Grande question. Il y a un vrai manque de transparence sur ce genre de vote. Je ne demande pas qu'on ait le nom des coureurs qui décide, parce que là, ça poserait des problèmes ensuite derrière. Mais au moins qu'on ait le pourcentage de résultat du vote quand on fait ce genre de choses. Or, on ne sait pas. On ne sait pas. Adam Hansen n'a pas dit, il a dit il y a une majorité de coureurs. Une majorité de coureurs, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a plus de 50%. Mais est-ce que c'était 51 ou est-ce que c'était 90%? Ça change un peu la donne. Si c'est 51%, tu peux comprendre qu'un coureur comme Gianni Moscon voulait que l'étape se fasse en intégralité, ce genre de choses. Je trouve que là-dessus, il y a un manque de transparence. On ne sait pas aussi les discussions entre RCS et les coureurs. Il semblerait que donc le choix de raccourcir les 120 km, c'est été décidé déjà la veille. Sauf que nous, on n'est pas au courant. Le grand public n'est pas au courant qu'il y a cette possibilité-là qui est sur la table. C'est quand même fort. Parce que ça change quand même pas mal la donne. Pour les chaînes de télé aussi, parce que Eurosport, ils ont dû meubler pendant 4 heures. Ils ont dû être contents, Eurosport, d'être obligés de meubler de 11h à 15h, où ils n'avaient rien. Vous n'avez pas d'infos, ils n'avaient rien à faire. Enfin, je sais pas, hein, mais vraiment, il y a un manque, je trouve, de respect envers les télévisions, envers les gens qui étaient sur le bord de la route, de la part des coureurs, de l'organisateur et des équipes. Là, je suis assez énervé là-dessus. Moi, je considère aussi que le vote sur le raccourcissement de l'étape, qu'on demande aux coureurs de voter, c'est pas une bonne solution. Alors on va me dire, t'es contre le référendum, t'es contre la voie de la démocratie. On sait très bien qu'il y a des enjeux dans les équipes. Moi par exemple, je vais vous prendre un exemple. Si mon leader c'est TJ Van Garderen qui est maintenant chez EF, qui était un coureur qui n'aimait pas l'altitude, forcément, je connais les capacités de mon leader, forcément je vais demander à raccourcir l'étape, même si moi personnellement, je considère que ce n'est pas dangereux, mais il y a un enjeu d'équipe au-dessus. Là, ça pose un problème. On peut aussi se poser des questions pour quelles raisons on a raccourci l'étape. Est-ce qu'on a raccourci l'étape pour la dangerosité? Mais dans ce cas-là, pourquoi on a quand même fait la Croix de Cœur? Pourquoi on n'a pas raboté la descente de la Croix de Cœur? Pourquoi c'est le Grand Saint-Bernard? Est-ce que c'est à cause des conditions climatiques? Mais dans ce cas-là, problème, pour moi il n'y avait pas de dangerosité à cause des conditions climatiques. La pluie, ce n'est pas un danger en soi pour les coureurs cyclistes. Ou est-ce que c'est de la fatigue? Et là, dans ce cas-là, ça ouvre une boîte de Pandore, le coup de la fatigue, parce que sur tous les grands tours, au bout d'un moment, on va se dire « Ah bah, les étapes de plus de 230 km, on ne peut pas les faire en 3e semaine. Les étapes avec 5500 mètres de dénivelé positif, on ne va plus pouvoir les faire. On va avoir des courses aseptisées qui vont être chiantes à mourir. » Ce qui fait aussi l'intérêt du cyclisme aujourd'hui, et ce qui a fait l'intérêt du cyclisme depuis le départ, c'est l'endurance. C'est un sport d'ultra-endurance. Si ça devient un sport de sprint, l'intérêt devient beaucoup moins intéressant sur certains aspects. Et ça, il faut le prendre en compte. Et si c'est à cause de la fatigue, pour moi, ça ouvre une boîte de Pandore énorme. Je trouve que RCS fait beaucoup d'erreurs d'organisation et
Là encore aujourd'hui, c'était une erreur d'organisation parce qu'il aurait fallu prévenir la veille qu'il y avait cette possibilité-là, que la course soit raccourcie. Ça aurait peut-être permis d'avoir moins de supporters sur le bord de la route qui faisaient des petits doigts d'honneur sur les bus des coureurs. Ça aurait peut-être évité des critiques sur Twitter. Un manque d'anticipation chez RCS, c'est assez commun depuis des années. Et comme ils font beaucoup d'erreurs d'organisation, ce qu'on demande à RCS de la part des équipes, on ne le demanderait pas à ESSO. À ESSO, il y a un respect envers l'organisateur parce que c'est plutôt bien fait en termes d'organisation et je crois que ça fait depuis 25 ans qu'il n'y a pas eu de grève sur le Tour de France, de grève des coureurs où les coureurs disent « nous on ne veut pas faire cette étape-là parce qu'on considère que c'est trop long, parce qu'on considère qu'il y a trop d'eau sur la route ». Non, parce qu'à ESSO, ils savent faire. Donc aujourd'hui, même si ASO faisait une erreur, il y aurait peu de critiques envers ASO. La différence, c'est qu'à RCS, ils accumulent les erreurs. Et donc, au bout d'un moment, ça se ressent dans la manière, dans le relationnel qu'ils ont avec les équipes, qui est plus un relationnel conflictuel, qui est plus un relationnel où ils sont obligés à des moments de subir les décisions des équipes. C'est quand même, sur les 15 dernières années, la seule course quasiment où on a ce genre de soucis avec des coureurs qui veulent réduire la longueur des étapes à cause des conditions climatiques, à cause de plein de paramètres, c'est que sur le Giro. Sur le Tour, sur la Volta, vous ne le voyez pas. Sur les 10-15 dernières années, depuis 2010. C'est que sur le Giro, on a ces soucis-là. On n'a jamais vu sur le Tour de France des coureurs dire on va peut-être raccourcir l'étape de 20 km, de 30 km. Non, parce que ASO sait faire. Et RCS, ça commence vraiment à devenir un problème, je trouve, au niveau de cet organisateur-là. Mais bon, l'UCI ne va rien faire. Je trouve aussi que avec cette décision de raccourcir l'étape, sans enlever la difficulté majeure en termes de sécurité, avec un goudron qui n'était pas en bon état de la descente de la Croix de Cœur, c'est qu'on relance un peu mon projet, qui était de dire, et le projet un peu de Philippe Gilbert, il va falloir vraiment un moment qu'on se pose des questions. Parce que c'est bien beau de demander aux coureurs, mais on sait très bien qu'il y a des intérêts sportifs derrière. Il y a des coureurs qui ne sont pas libres de leur choix. Même si c'est pas nominatif le vote, on sait très bien qu'ils sont pas libres de leur choix. Pour moi, il va falloir mettre en place à un moment une commission sécurité ou des marshals sur les courses UCI avec des anciens coureurs, peut-être des observateurs aussi ou des anciens organisateurs de courses ou des organisateurs de d'autres courses qui disent pendant le Tour d'Italie, qui étudient les arrivées, qui soient présents aussi pendant la durée de la course et qui disent là, ce jour-là, non, là c'est trop dangereux les mecs. Les coureurs disent, là c'est trop dangereux. Non. Mais sauf que pour l'instant c'est toujours pas mis en place et puis l'association des coureurs est pas vraiment pour cette idée. Mais je pense qu'à un moment il va falloir avoir des marshals pour dire, là on peut faire cette arrivée là, ça pose aucun problème. Et surtout pour prendre les décisions en amont. Là par exemple sur cette étape là, il aurait fallu avoir une solution bis tout de suite. Il aurait fallu avoir des solutions de rechange. Sauf que comme c'est fait à la dernière minute, on n'a pas les solutions de rechange. Moi, je trouve aussi qu'on considère que raccourcir l'étape, moi, je trouve que ça a été plus dangereux qu'autre chose parce qu'on a eu une étape qui a été beaucoup plus animée. Donc déjà, ça a été beaucoup plus dangereux parce que la descente, elle a été faite à haute vitesse pour les coureurs de l'échappée, mais également pour les coureurs, les sprinteurs. Parce que quand on a une étape qui fait que 74 km, les délais restent les mêmes. Aujourd'hui, les délais, c'était 22%. Sauf que 22% d'une étape qui fait 200 km, donc qui va durer 5h30, ou d'une étape qui va durer 2h15, comme c'est le cas aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Parce que 22% de 2h15, ça doit faire 25 minutes. 25 minutes avec deux montées, comme on avait aujourd'hui de plus de 10 km, c'est très léger comme délai. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des coureurs qui aient pris d'énormes risques dans la descente de la Croix de Cœur, pour tenter de rester au contact. Et j'espère qu'il n'y aura pas de coureurs hors délai à cause de cette décision-là, parce que là, je trouve que c'est une erreur. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi, je parlais de RCS, où on a tendance à taper très facilement sur RCS et pas sur d'autres organisateurs. Je pense à l'association des coureurs. Alors déjà, c'est quelque chose d'opaque, l'association des coureurs, parce que quand vous êtes coureur, vous êtes forcément syndiqué. Dans une profession, si vous êtes journaliste, si vous êtes, si vous êtes plombier, par exemple, quand on est youtubeur, on n'est pas obligé d'adhérer à un syndicat de youtubeurs. C'est pas une obligation. Quand vous êtes coureur cycliste, vous avez l'obligation de vous syndiquer. Et surtout, il y a une partie de vos primes de course qui vont au syndicat. C'est comme si vous, dans votre profession, il y avait une partie de votre salaire
qui était pris par le syndicat. Voilà. Même si vous ne voulez pas qu'il soit pris par le syndicat. Mais comme vous êtes le syndiqué chez les plombiers, une partie de vos revenus est pris par le syndicat des plombiers. C'est ça qui se passe du côté des associations, du côté des associations de coureurs. Et je trouve que c'est un peu, là aussi, deux poids, deux mesures. Sur le Tour de Burgos, on les a pas entendus parler l'année dernière sur le bonnet d'âne, pas sur le bonnet d'âne, pardon, sur le dos d'âne, pardon, je vais y arriver, qui était dans le dernier kilomètre en descente. Ça, il n'y a eu absolument rien de dit par l'association des coureurs. Parce que c'est pas RCS qui organise. Par contre, quand c'est RCS, c'est la fête du slip. C'est pas la première fois en plus qu'ils font ce genre de coup, l'association des coureurs à la dernière minute. Moi, je pense qu'il y a vraiment une lutte de rapport. Par contre, il va falloir qu'ils fassent attention parce que RCS derrière, il y a un journal, c'est la Gazzetta dello Sport. Ils s'en sont déjà pris à Remco Evenepoel. Ça m'étonnerait pas qu'ils s'en prennent aux coureurs demain, qui est un édito assez cinglant de la Gazzetta dello Sport. Et puis aujourd'hui, j'espère que les coureurs sont au courant. J'espère qu'ils ont lu Twitter dans le bus. Mais alors, ils sont vraiment passés pour des cons auprès de leurs supporters. Et ça, c'est pas vraiment l'idée du siècle. On passe à la note de l'étape. Elle est dure à noter cette étape parce qu'on a eu une étape rabotée. Parce que moi j'aime pas trop en plus ces étapes ultra courtes. Moi je trouve que c'est contraire. Alors c'est bien d'en avoir une fois sur un grand tour, mais pour moi le grand tour c'est aussi de la distance, c'est aussi du kilométrage. Alors je suis désolé si ça plaît pas aux télévisions, mais c'est aussi du kilométrage, c'est aussi de l'endurance, le cyclisme. Moi j'ai mis 13 sur 20. Il y a eu une belle bagarre dans l'échappée, ça c'est clair et net. Pinot, Cepeda, Rubio, c'était une belle bagarre. Bon, derrière, dans le peloton, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu une attaque de Hugh Carty, mais au final, il reprend que 6 secondes. Il ne s'est pas passé tant de choses que ça aujourd'hui, malgré un début de journée animé. Donc, voilà, 13 sur 20. Il y a une belle bagarre pour l'échapper, mais derrière, je reste un peu sur ma faim. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Avant le bilan des Bleus, j'ai oublié juste les sondages. Hier, je vous avais, j'avais posé des questions. Alors, c'était la première, c'était pour vous qui va gagner l'étape 12. Vous aviez dit un autre coureur à 76%, Michael Matthews à 11, Alexandre Delettre à 3, Vincenzo Albanese à 7, Jenny Moscon à 4. Et je vous avais posé une question également pour vous. Combien de coureurs seront à l'arrivée à Rome? Moins 200, 46%. Entre 100 et 120, 41%. Entre 120 et 149%. Et plus de 140, 3%. Pour le moment, ce soir, ils sont 135 parce que le dernier est arrivé dans les temps, c'est Alexandro Verret. Alors, on va voir quand même au niveau des délais parce que je pense que Verret est vraiment short au niveau des délais. Ce soir, ça a dû jouer à pas grand-chose. Il y avait une autre question, une dernière, c'était pour vous, qui va gagner l'étape 13? Primož Roglič à 34%, Thibaut Pinot à 27%, un autre coureur 21%, Van Wilder 7% et Lennart Kemna 11%. Je vous les affiche pas à l'écran pour aller un petit peu vite parce que là je pense que la vidéo va être très longue au niveau montage. Mais c'était voilà pour vous donner ces informations-là. Bilan des Bleus. Je commence avec Warren Barguil. Vous allez me dire pourquoi je commence avec Warren Barguil au top. Eh bien tout simplement parce que vu ce qu'il a pris quand même comme chute il y a quelques jours sur une étape où là il n'y avait pas de souci de sécurité du côté des coureurs alors qu'on était en alerte rouge au niveau tempête. Bien le deux poids deux mesures aussi de l'association des coureurs. Warren Barguil a été il est tombé, il s'est fait quand même un peu mal. Et là aujourd'hui, le revoir pendant très longtemps dans le peloton. Alors certes, il se passait pas grand chose dans le peloton, mais il était quand même dans les 25-30 premiers de l'étape. Je sais plus combien il finit, mais il finit à 4 minutes. Mais je pense qu'il a dû peut-être un peu relâcher sur la fin. Il finit à 4,42, 28e de l'étape, donc juste derrière Dombrovski, devant Zana. Eh bien, je trouve que c'est rassurant parce qu'il reste 2 étapes pour finir la semaine, Bergame dimanche et demain, je sais plus, Sierre. Le départ est à Sierre. On retraverse la frontière avec le Simplon-Pass. Où il va pouvoir un peu se refaire la cerise et ça laisse donc des opportunités pour Warren Barguil en 3e semaine de tenter des choses, surtout que peut-être que des coureurs seront fatigués, donc peut-être que pour aller chercher les échappées ça sera un peu plus facile, mais voilà, je trouve que pour Warren Barguil finir 28e aujourd'hui c'était vraiment une bonne nouvelle. Et puis si Verret
reste dans la course. C'est également une bonne nouvelle pour lui parce qu'il va apprendre beaucoup. Le petit coureur italien dans ce genre de situation, on apprend beaucoup quand on est en galère. C'est toujours bien. Pour l'apprentissage d'un coureur, de se retrouver à avoir des journées où on ne prend absolument pas de plaisir, je pense dans cette étape-là, mais on s'est fait mal et on va prendre quand même de la caisse sur ce type d'étape. Je poursuis avec Thomas Champion aussi rapidement. Belle étape aussi de Thomas Champion parce qu'il était très longtemps aussi dans le groupe de tête. Je vais pas mettre son maillot, hein. Mais Thomas Champion, il finit pas si loin, donc je sais plus où il termine Champion. Il termine 37e à 5,20, mais il était très longtemps dans le peloton de tête. Donc c'est vraiment bien ce que fait Thomas Champion sur ce Giro. Donc voilà, il fait vraiment des belles étapes, 3 échappées. Je sais plus s'il est en tête du classement des fugitifs, mais il était pendant très longtemps en tête du classement des fugitifs. Donc c'est plutôt pas mal pour Thomas Champion et ça montre qu'il y a encore pas mal d'énergie, hein, parce que pour rester dans le peloton sur une étape comme ça, c'est que ça montre que les jambes sont encore pas mal pour le jeune coureur de 23 ans. On passe au plus-moins avec Thibaut Pinot. Elle fait mal celle-là pour Thibaut parce qu'il sait que c'est son dernier Giro, il sait que il aura peut-être pas beaucoup d'autres possibilités dans la course ou sur le Tour de France. On ne sait pas encore s'il va faire le Tour de France dans cette situation-là, d'aller chercher la gagne sur un grand tour, d'aller chercher une victoire. Et que là, il n'est pas passé loin, mais en même temps, il a fait des erreurs de course. 2 erreurs pour moi majeures, c'est que dans la première difficulté, il montre qu'il est fort et il montre qu'il a coché cette étape. Dès le départ, il attaque avec Bruno Armirail, mais dès le départ, il met un super rythme. Riccitello, par exemple, n'arrive pas à suivre. C'est pas un branquignol. Valentin Paré-Peintre n'arrive pas à suivre non plus et il a montré en fait trop tôt à ses adversaires que c'était lui peut-être l'homme fort, un des hommes forts de la journée, alors que d'autres coureurs se sont un peu plus cachés que lui. Je pense notamment à Rubio. Donc pour Thibaut Pinot, c'est là où il y a déjà une première erreur. Ensuite, c'est d'être sorti de ses gonds face à Cepeda. Oui, Cepeda ne voulait pas collaborer, mais il a le droit de ne pas collaborer aussi. Il a le droit de ne pas vouloir être fair-play. On peut gagner en n'étant pas fair-play. Ça fait partie aussi du cyclisme. C'était la stratégie de Cepeda de ne pas relayer Pinot. Peut-être parce qu'il avait peur de Thibaut Pinot aussi derrière. C'est pas la grosse erreur qu'a fait Cepeda, parce que vous allez voir, on va en parler un peu plus tard de Cepeda. Mais Thibaut Pinot, pour moi, il fait l'erreur peut-être à ce moment-là de trop se concentrer sur Cepeda, presque aussi d'oublier Rubio. À un moment, il aurait pu demander aussi à Rubio de relayer, et ce qui a bien profité, je pense, à Rubio, notamment dans les 2 derniers kilomètres. Et là, pour Thibaut Pinot, je pense que c'est une erreur. Et puis, il en a trop fait. Il a fait la même erreur que Petilli, d'enchaîner les attaques, alors que ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt mieux faire une grosse attaque, quitte à faire ce qu'on appelle un double kick, c'est-à-dire une première attaque et réussir à en remettre encore une couche, ce que fait très bien Romain Bardet notamment. Là, il a fait 7, 8, 9, 10 attaques en 5-6 km. Ça n'avait pas d'intérêt et il s'est mis dans le rouge, je pense, à ce moment-là. Et peut-être que s'il a moins de punch dans le sprint sur la fin, c'est à cause de cette erreur d'avoir voulu enchaîner les attaques. Surtout qu'il n'avait pas non plus à s'inquiéter. Certes, ça ne roulait pas très fort, mais ils avaient quand même au pied 3 minutes d'avance. C'est pas la côte la plus dure du monde, Grand Montana. On m'a dit qu'il fallait pas dire le S. On me l'avait déjà dit, j'avais oublié lors de la présentation. Mais Grand Montana, c'est une montée qui est quand même assez régulière. Donc c'est une montée où tu perds pas non plus 3 minutes 30, 4 minutes d'un coup. C'est-à-dire que tu as le temps de voir venir. Je pense qu'il fallait un peu plus jouer avec Cepeda, avec Rubio sur cette étape-là. Je trouve qu'aussi il en a beaucoup fait sur le plat, mais ça c'est un peu le problème de Thibaut Pinot sur ce Giro, c'est qu'il veut tellement jouer sur toutes les cartes qu'au bout d'un moment il rate un peu tous les trucs. C'est-à-dire qu'il veut à la fois le classement de la montagne, il veut à la fois être placé au général, il veut à la fois gagner une étape. Tu ne peux pas tout faire. Il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Nom de Dieu, Thibaut. Et je pense qu'il a roulé fort dans le plat parce qu'il pensait reprendre peut-être 3 minutes 30 au général. Bon, au final, il reprend 1,35. L'opération n'est pas super intéressante. Surtout qu'il reste dangereux au général, donc il va peut-être pas pouvoir repartir en échappée aussi facilement que ça.
Donc il fallait pas rouler aussi fort sur le plat, parce que ça aussi, ça a énervé le Colombien et l'Équatorien. Je pense que le fait de faire ces petites attaques-là n'a pas été productif. Le fait de se concentrer sur Cepeda n'a pas été productif. Il s'est mis en colère et il est sorti un peu de sa course. Et il peut avoir des regrets ce soir parce qu'il y avait peut-être possibilité de mieux faire. Et je pense qu'il a raté certains aspects de sa course et que s'il re-regarde l'étape ce soir ou s'il débriefe avec l'équipe ce soir, je pense qu'il se dira putain, j'aurais pu faire 10 000 fois mieux, et il va avoir énormément de regrets et puis il va falloir passer le contre-coup de la déception parce que là je pense que ce soir la déception est forte, on l'a vu à l'arrivée, mais je pense que la déception est très forte. Mais Thibaut Pinot, il a fait des erreurs, se concentrer sur ses pédales, se concentrer énormément sur ses pédales alors que il aurait dû faire sa course tout simplement. Si Cepeda ne voulait pas collaborer, il ne collaborait pas, mais je pense qu'il n'a pas très bien fini et il a fait la même erreur que Petilly au Grand Sasso d'Italia qui avait enchaîné les attaques et à la fin il se fait contrer par Baïs. À la fin lui s'est fait contrer par Rubio un petit peu de la même manière. On poursuit avec Paré-Peintre. Du côté de Valentin Paré-Peintre, un peu juste aujourd'hui. Il a tenté, il a fait une grosse descente, notamment de la Croix de Cœur. Il a tenté, mais il reste jeune, 22 ans. Là, il est tombé sur du lourd quand même. Cepeda, Rubio, Pinot, c'est quand même pas mal. Derek Guy aussi, on a vu que ça commence à être intéressant. Et puis hier, il était déjà en échappée. C'est sa 3e échappée, donc c'est pour ça que je regarde si c'est peut-être lui maintenant qui est en tête du classement des fugitifs. Donc c'est vrai que 3 échappées, 2 jours d'affilée en plus pour certaines. Sa première échappée c'était l'étape 8, donc la 3e est l'étape 13. Voilà, il y a peut-être un petit peu de fatigue qui commence à se faire sentir pour Valentin Paré-Peintre. Donc voilà, il faudra réfléchir à ça. Je pense qu'il va finir la semaine un petit peu en se reposant et puis repartir sur d'autres ambitions. Et puis sur une étape comme ça, son gabarit quand même n'est pas le gabarit le plus puissant, donc ça va peut-être plus gêner. Mais pour un tout petit poids comme ça, un poids plume 52 kg, 1,76 pour 52 kg, il fait la même taille que moi, mais alors pas du tout le même poids que moi. Je trouve que réussir à faire une descente de ce type-là, ça montre qu'il y a des prédispositions dans ce domaine-là. Il va falloir le travailler, ça il va falloir le mettre vraiment en point fort. Mais c'est quand même intéressant sa saison. 9e de la dernière étape du Tour des Alpes. Là, je regarde un petit peu. Non, il y a quand même, des petites choses. 4e de Paris Tour Espoir. 5e du Giro del Belvedere en 2021. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, mais ça va de mieux en mieux, je trouve, pour Valentin Paré-Peintre. C'est intéressant ce qu'il fait. Fin de contrat en 2024 pour le jeune coureur français. Eh bien, on a fait le tour du bilan des Bleus. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! 2 coureurs au top aujourd'hui. Je commence avec Rubio, fort de la part de Rubio. Hier, il était dans l'échappée. Il repart dans une échappée aujourd'hui. Donc déjà, il faut être motivé parce que les jambes sont lourdes après une échappée. Tu traînes un petit peu la patte. Et en plus il a très bien joué dans le final, contrairement à ses 2 compères Pinot et Cepeda qui se sont ratés, et je reviendrai sur Cepeda encore une fois un peu après, petit teasing, vous allez voir. Je trouve que Rubio lui il a bien joué alors que pour moi c'était pas le plus fort. On le voyait à plusieurs moments, il était vraiment limite vraiment parce que c'était compliqué, mais il n'a pas tenté de suivre les attaques. Il s'est mis à son rythme. Et puis quand il revenait, il restait dans les roues. Il se faisait un peu oublier, il laissait les 2 s'invectiver. Ensuite, quand il y en avait un qui attaquait, il subissait un petit peu. Mais il est resté tout le temps dans la roue de Cepeda. Cepeda lui a jamais demandé un relais. Donc en plus, il en a profité. Sur le plat, c'était pas le dernier à sauter des relais. Alors quand vous regardez les 25-30 km de plat, vraiment, il saute énormément de relais. Tiens, je vais appeler ma voiture. Tiens, je vais faire 2-3 trucs. Donc il l'a fait très souvent. À un moment, il se fait un peu larguer, mais il se sert de la voiture de son directeur sportif. Enfin, il a très bien joué pendant toute la journée. Il a été, des fois, il faut être un peu, je dirais pas vicieux, mais il faut être, un peu l'œil de lynx, un peu être filou comme un renard, quoi. Faut trouver un petit peu la solution. Et du côté de Rubio, il a fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'il a été très malin aujourd'hui de se faire oublier, d'être souvent en 3e position. Par contre, quand il arrive à 2 km de l'arrivée, il se met devant Thibaut Pinot.
Et quand il lance son sprint, eh ben, il fait mal à tout le monde parce que lui, il a gardé du punch. Contrairement aux deux autres qui n'ont pas arrêté d'attaquer. Vous avez vu Rubio attaquer une fois? Non. Lui, il n'a pas tenté d'accélérer, il n'a pas tenté de faire des grosses accélérations. C'est ce qui lui permet de gagner aujourd'hui. Et je trouve ça assez surprenant même que Cepeda se soit pas plus méfié de Rubio. Parce que Rubio, on connaît ses qualités quand même dans ce type de sprint en petit comité. On sait qu'il est capable de faire des grosses accélérations qui font mal. C'est incroyable que Cepeda soit pas plus méfié de lui. Parce que c'est quand même pas un inconnu, Rubio. Encore une fois, Pinot, il avait d'autres objectifs en tête, mais Cepeda comme Rubio, l'objectif, c'était la victoire. Ils n'avaient pas d'autre objectif aujourd'hui, contrairement à Pinot qui avait le maillot bleu, le classement général, voilà, qui avait d'autres objectifs. Rubio, il n'en avait pas d'autres objectifs. Aujourd'hui, c'était la gagne. Mais Cepeda aussi, donc normalement, tu te méfies du mec qui veut que la gagne. Mais Rubio, il a été très bon aujourd'hui. Et il attaque au bon moment pour son sprint. Il a pas tout bien fait. Parce que quand tu fais tout bien, t'évites de te retrouver à toi dans un sprint. Mais il s'est pas raté énormément quand même aujourd'hui, Rubio. Alors que vraiment, je pense que les jambes étaient pas fraîches. Et sur une étape comme ça aussi courte, c'est quand même des étapes très explosives. Donc c'est pas évident. Et je trouve qu'il a très très bien géré. Donc vraiment chapeau Rubio parce que certains vont dire oui, Thibaut Pinot était le plus fort. C'est bien d'être le plus fort, c'est bien aussi d'être le plus astucieux. Et parfois, c'est pas toujours le plus fort qui s'impose en cyclisme. Je pense que c'était le cas de Rubio. Je pense que Cepeda et Pinot étaient plus forts que lui. Par contre, il a mieux joué, il a mieux couru que ces deux-là. Et donc voilà, il peut être content, Rubio, parce qu'une belle victoire d'étape. Et puis c'est bien pour la Movistar, parce que c'est vrai que il misait plus quand même sur Gaviria. Pour l'instant, Gaviria, ça n'a pas marché comme il le souhaitait. Donc voilà, une belle victoire pour Movistar sur cette course, ça va faire des points UCI. Et puis, deuxième coureur au top, c'est Geraint Thomas. Déjà, la journée est rebotée de 120 km, donc ça fait une journée où il y a moins de kilomètres à contrôler pour l'équipe du leader, donc ça c'est déjà un avantage. Et puis il n'a pas été mis en difficulté quasiment. L'erreur qu'a fait Ineos, c'est en début de journée de vouloir suivre Thibaut Pinot. Il n'y avait pas d'intérêt à vouloir suivre Thibaut Pinot, il était à 5 minutes au général. C'était pas à eux de suivre au général. S'il y avait des coureurs qui devaient être inquiets pour leur classement au général, c'était Kemna, c'était Hugh Carty, c'était pas à Geraint Thomas et à Ineos de rouler. Donc c'est vrai qu'à un moment, il s'est retrouvé seul dans le groupe de tête en fin de montée, mais personne n'a osé l'attaquer. Moi, je m'attendais à un moment, quand tu vois 5 Jumbo, que Roglic il allait tenter quelque chose, en voyant que derrière, Thomas s'était isolé, mais non, il garde ses cartouches pour plus tard dans la course. J'espère qu'il n'aura pas de regrets. Et ce qui fait que Geraint Thomas, dans la montée finale, il n'y a que Hugh Carty et Fortunato qui ont accéléré. Donc, il a pu rouler à son rythme. Voilà, c'est plutôt une journée comme ça de montagne, où le début d'étape devait être... le début de la journée devait être sacrément corsé. Quand ça se déroule de cette manière-là, c'est plutôt pas mal. Moi je dis, c'est plutôt une bonne journée en tant que maillot rose. En plus, Hugh Carty était quand même un peu long en général, il reprend 5 secondes. Thibaut Pinot reprend une 30. Je ne sais même pas s'il reprend une 35, parce qu'au final il y a un écart. Oui, il reprend qu'une 30. Donc voilà, c'est une bonne journée. Je dirais que c'est un statu quo au tête du général, mais bon. Il garde le maillot rose. Bon, demain, il ne devrait pas se passer grand-chose. À Bergame, je ne sais pas si ça va permettre à quelqu'un de tenter quelque chose aussi. Donc, c'est plutôt une belle journée. Bergame, ça va être... oui, il y a des montées, mais il y a quand même un peu de plat derrière. C'est un peu un mini-tour de Lombardie, cette affaire-là, entre Seregno et Bergame. Mais au moins demain, je pense que la journée sera tranquille. Donc ensuite, il faudra qu'il contrôle l'étape de Bergame. On verra s'il y aura des tentatives sur cette étape-là, des tentatives un peu plus franches de la part des coureurs du général. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je vous avais dit que la vidéo serait longue. Je vous avais dit, vous en avez pour votre argent aujourd'hui. Les bonnets d'âne, je commence avec Cepeda, l'équatorien. Pas bien couru. Encore une fois, il peut ne pas collaborer avec Thibaut Pinot. Ça, c'est à choix. Après, c'est quand même étonnant parce que contrairement à Rubio qui sautait des relais sur le plat, lui, il en a moins sauté que Rubio.
Il a un peu collaboré à rouler. C'est Rubio qui a un peu désorganisé le groupe en premier. Cepeda, il participait quand même un petit peu. Donc dans ce cas-là, si tu es comme Rubio, que tu cherches que la gagne, tu roules pas. Au départ, il s'est énervé. Mais après, ça avait l'air de rentrer dans l'ordre. Alors je ne sais pas si c'est parce que Cepeda n'a pas aimé l'attitude de Thibaut Pinot quand on a demandé à Thibaut Pinot de calmer le rythme dans la première montée, que ce soit Chitello, à un moment il vient aussi Cepeda. Est-ce que c'est ça qu'il a pas aimé, Cepeda, et ce qui fait qu'il s'est braqué contre Pinot, mais vraiment braqué? Mais l'erreur de Cepeda, c'est que tu as le droit de ne pas collaborer. Ça c'est un choix, mais dans ce cas-là, tu attaques. Ce qui est quand même étonnant avec Cepeda, c'est qu'il faut qu'il attende 4 km de l'arrivée pour faire sa première attaque. Enfin, un peu moins de 4 km de l'arrivée, entre 5 et 4 km de l'arrivée pour faire sa première attaque. Sur des portions qui étaient beaucoup plus simples. Parce que vraiment, les difficultés à Crans-Montana, c'est sur la première moitié de montée. Ensuite, ça devient, je dirais, de plus en plus facile. Crans-Montana. Cepeda, il doit attaquer avant. Il doit... à un moment, quand Pinot il fait sa 5e, 6e attaque d'affilée, tu sens que Pinot il a besoin de respirer à ce moment-là, tu attaques, sauf que non, il se regarde avec Pinot. Voilà. Alors que tu avais fait le plus dur en lâchant Rubio. Et puis ensuite, son sprint, c'est catastrophique, il lance aux 600 mètres. Déjà, sur du plat, lancer aux 600 mètres, à part Taco van der Horn, sinon, ou Simon Clark, sinon, il faut quand même être un peu stupide. Et ensuite, en montée, c'est encore plus stupide. Rubio, il n'en a fait que d'une bouchée. Même Thibaut Pinot passe devant lui. Mais vraiment, c'était stupide, ce sprint-là. Et encore une fois, tu peux ne pas collaborer. Ça, c'est un choix. Il n'y avait pas les mêmes objectifs. Mais dans ce cas-là, au bout d'un moment, tu attaques. Et il n'attaquait pas. On aurait dit Kelderman. Il restait dans la roue. C'est complètement stupide. Ce qui fait que ça a permis à chaque fois à Rubio de revenir. Il ne s'est pas méfié de Rubio aussi, je pense que c'était une erreur aussi, parce que Rubio, pour moi, c'était aussi dangereux que Pinot. Les trois étaient dangereux, c'est-à-dire que les trois avaient des qualités, en arrivant en petit comité, ils avaient des qualités pour finir fort. C'est des coureurs qui ont du punch, donc, enfin, qui savent accélérer fort, qui savent bien grimper. Les trois étaient dangereux. Mais Cepeda, il a super mal couru. Et en plus, il attaque, mais il attaque sur la fin de course, c'est-à-dire là où tu as le moins le temps de récupérer. C'était une erreur de la part de Cepeda de courir de cette manière, de s'énerver à ce point-là sur Thibaut Pinot aussi, parce qu'il est sorti de ses gonds et encore une fois, il s'est trop focalisé sur Thibaut Pinot et pas assez sur Rubio. Mais pour moi, Cepeda, quand tu n'as la gagne, si tu as la gagne et que tu veux jouer que la gagne, bah t'attaques, t'attends pas d'être à 3 à l'arrivée dans le dernier kilomètre, tu accélères à un moment. Il a jamais accéléré. La seule attaque qu'il fait, c'est parce que Pinot décide de allez, bah, casse-toi, et puis à ce moment-là, il décide d'accélérer. Et c'est même pas une attaque très franche en plus qu'il réalise à ce moment-là. Je trouve que si tu es fort, et je pense qu'il était fort aujourd'hui, Cepeda, est-ce qu'il était plus fort que Pinot? Ça, je ne sais pas, mais il était fort, Cepeda. Et bah, tu joues, tu attaques à un moment, tu accélères, et il n'a jamais tenté. Je trouve qu'il a eu un réel manque d'ambition dans cette échappée Cepeda. Et à un moment, ça s'est retourné contre lui. Et c'est triste parce qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose. Deuxième bonnet d'âne, c'est Roglic. Je ne comprends pas pourquoi Roglic n'a pas attaqué quand Geraint Thomas était un peu isolé. On a vu notamment Caruso a quand même tenté quelque chose. Fortunato a tenté quelque chose. Jack Hughes. Hugh Carty, pardon, pas du tout Jack Hughes. Jack Hughes, c'était en F2 et en F3. Donc, Roglic, il décide de rien faire, de rouler, même pas à l'avant de la course. Alors, est-ce qu'il n'était pas dans un bon jour? Peut-être. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire parce que Geraint Thomas, pendant un moment, vraiment, il décide d'accélérer derrière Armirail et Thibaut Pinot, ce qui, je pense, est une erreur. Et je pense que Roglic aurait dû profiter de cette erreur-là qui a isolé Geraint Thomas dans le groupe de devant pour se dire eh ben, d'un coup, je décide d'accélérer. En plus, on savait que la croix de cœur, les difficultés, les pentes les plus rudes étaient sur la deuxième partie de montée. Et puis, je tente un coup à ce moment-là. Mais non. Là aussi, manque d'ambition. Alors peut-être qu'il a coché l'étape de Bergame, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas se planter. Peut-être qu'il se dit, je vais tout miser sur la 3e semaine. Il n'y a que 2 secondes de retard, hein.
Mais peut-être qu'il veut pas prendre le maillot trop tôt, parce que c'est vrai que c'est toujours une hantise chez Roglic. C'est le Giro qu'il a perdu en 2019 parce qu'il prend le maillot rose trop tôt. Et c'est une hantise. Vraiment, pour Roglic, c'est un truc qui l'a, je pense, traumatisé. Et depuis, il veut prendre le maillot de leader. Il veut éviter de contrôler la course. Donc c'est peut-être la raison qui a fait que Roglic n'a pas voulu attaquer. Mais j'ai peur qu'il le regrette en troisième semaine, parce que là aujourd'hui, Geraint Thomas, ils sont un peu ratés en termes de stratégie chez Ineos. Je pense qu'ils vont pas le faire tous les jours, connaissant Ineos. Donc il aurait fallu faire quelque chose, je pense, tenter quelque chose aujourd'hui, pour au moins montrer ta force collective aussi. Alors certes, il y a eu aussi les soucis techniques de Sam Oumens, qui a peut-être nuit à une attaque sur la fin de journée, mais je pense qu'il y avait quelque chose à tenter. Et puis en bonne date, je mets Mollema. Alors déjà hier, parce qu'il prend l'échappée, mais il est quasiment transparent dans l'échappée. Mollema, alors heureusement, Tom Skuns gagne l'étape, mais bon... Mollema a aussi une bonne vitesse au sprint. Il a su gagner des sprints en petit comité, Mollema. Et moi, je pense que c'était une erreur de partir en échappée hier. Je pense qu'aujourd'hui, ça pouvait convenir à Mollema. C'était une étape où il pouvait prendre l'échappée. Alors, est-ce que Mollema n'est pas en très grande condition physique, en très grande forme physique? C'est vrai que par exemple sur le contre-la-montre inaugural, il était assez loin, il n'a pas fait un très bon prologue, enfin une très bonne première étape. Sur le deuxième chrono, il a fait partie de ceux comme 40, comme les trois quarts des mecs qui ne l'ont pas fait à fond. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais, on pouvait s'attendre à ce que Mollema soit devant, et il finit avec les sprinters. Voilà, donc c'est un peu dommageable. Alors est-ce que Mollema va tenter une autre étape? Peut-être l'étape de Bergame, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre un petit peu à mieux pour le moment sur ce Giro de Mollema. Pour le moment, c'est un coureur qui est très très discret, et puis peut-être que ça aide d'être parti en échappée hier, ça te coûte forcément de l'énergie sur l'étape du lendemain, et contrairement à Rubio qui a réussi à faire cette performance-là, lui n'a pas réussi à le faire. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle était assez longue. Nous, on se retrouve demain pour faire la présentation 7h, le débrief 21h de l'étape de demain. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de choses à dire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à répondre au sondage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!